Relationnellement vôtre, un podcast pour avancer sur le chemin de vos guérisons et améliorer vos relations. Hello, bienvenue sur ce 78e épisode de Relationnellement vôtre. Dans la famille des épisodes sur le trauma complexe, je demande le perfectionnisme. Une entrée directe dans le vif du sujet, vous l'aurez compris, dans cet épisode, il est question de comprendre ce qui se cache derrière le perfectionnisme et de voir comment en sortir. Ce mode de fonctionnement est parfois valorisé grâce à l'aspect consciencieux, soucieux de bien faire qui l'accompagne. Cependant, le perfectionnisme peut rapidement devenir toxique. C'est alors que la citation de Montesquieu prend tout son sens. Le mieux est le mortel ennemi du bien. Cette citation nous rappelle que la recherche de perfection peut avoir des conséquences contraires à l'objectif visé. On peut soit s'éloigner du but initial et donc obtenir un résultat loin d'être satisfaisant. Par exemple, vous voulez un intérieur dans lequel vous vous sentez bien, sauf que vous voulez que tout soit parfaitement propre, nickel, et votre chez vous ressemble finalement à une maison témoin. Il n'y a plus de vie. Au final, vous vous mettez tellement de pression et de stress à ce que tout soit nickel que vous ne profitez pas de votre intérieur. Ce n'est pas un lieu reposant, c'est un lieu épuisant et vous ne vous sentez donc pas forcément bien à la maison. À travers le perfectionnisme, on peut aussi se retrouver dans l'immobilisme ou tourner en rond dans nos réflexions sur les manières de faire parfaitement. Et d'un coup, la peur de l'échec, la peur de l'imperfection empêche de passer à l'action. Ou encore, à travers le perfectionnisme, on peut détruire quelque chose de bien en voulant le rendre parfait. Et c'est souvent le cas dans les relations. On peut détruire une relation à cause du perfectionnisme. À force de vous mettre la pression et à votre partenaire de vie pour avoir une vie de couple parfaite, eh bien, les temps passés ensemble sont dispute sur dispute. Alors, d'où vient cette volonté que tout soit parfait, à commencer par soi-même ? En avançant dans les recherches et études sur le trauma complexe, j'ai fait la découverte intéressante selon laquelle le perfectionnisme pourrait ne pas être une qualité naturelle ni un défaut, mais la conséquence d'expériences négatives de l'enfance. En d'autres mots, le perfectionnisme serait un mode de fonctionnement potentiellement développé en réponse à un trauma complexe. Et c'est donc ce que je vous propose de développer sans plus tarder dans cet épisode. Qu'est-ce que le perfectionnisme à la base ? Selon le docteur Brené Brown, le perfectionnisme est un système de croyances autodestructeur et addictif qui alimente la pensée initiale suivante. Si mon apparence, ma vie et mes actions sont parfaites, je peux éviter, ou du moins réduire considérablement, les sentiments douloureux liés à la honte, au jugement et aux reproches. Le perfectionnisme est autodestructeur tout simplement parce que la perfection n'est pas de ce monde. C'est un objectif inatteignable. De plus, le perfectionnisme s'attache à la perception qu'autrui peut avoir de nous-mêmes. Donc nous voulons être vus comme parfaits tout en sachant que nous ne le sommes pas. C'est là encore un objectif inatteignable, à savoir vouloir que l'autre nous voie comme parfaits. Car il est impossible de contrôler la manière dont autrui nous voit, nous perçoit, malgré le temps, l'énergie et les efforts que nous pouvons investir dans la perfection. Dans un article du magazine Cerveau et Psycho, intitulé « Du bon usage du perfectionnisme », 3 sortes de perfectionnisme sont mises en avant. Le perfectionnisme orienté vers soi, donc il s'agit de s'imposer des exigences élevées, des standards presque inatteignables, exiger de soi la perfection. Le perfectionnisme orienté vers les autres, imposer des normes irréalistes aux autres et les évaluer très sévèrement. Et enfin, le perfectionnisme socialement prescrit, c'est-à-dire penser que les autres ont des attentes irréalistes vis-à-vis de nous-mêmes, nous imposer des exigences élevées par peur de les décevoir. Ce perfectionnisme résulterait d'une pression exercée par l'environnement combinée à un sentiment d'impuissance. Les 3 formes de perfectionnisme citées se distinguent par leurs conséquences sur la vie quotidienne. Le perfectionnisme orienté vers soi ne serait pas nécessairement pathologique, mais serait un facteur d'anxiété et ou d'épuisement. Le perfectionnisme orienté vers les autres peut avoir des effets dévastateurs dans les relations, et notamment les relations amoureuses, comme j'ai pu vous le citer en introduction. Et le perfectionnisme socialement prescrit peut entraîner chez la personne qui en souffre un grand désespoir, pouvant mener à la dépression. Une même personne peut combiner plusieurs de ces 3 types de perfectionnisme. Du coup, on peut tout de même se demander, mais dans quoi le perfectionnisme prend-il racine ?
L'une des conséquences les plus négatives d'un traumatisme complexe, d'un enfant qui ne se sent pas en sécurité, c'est la honte. L'enfant pense que s'il est abandonné, négligé ou maltraité, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Il se dit « je ne suis pas assez bien ». Si les deux personnes qui font partie de ma vie, à savoir mon père et ma mère, ainsi que mes frères et sœurs qui me connaissent le mieux, me maltraitent, me négligent, m'abandonnent, cela signifie que toute personne qui me connaîtra, me maltraitera, me négligera, m'abandonnera. La honte devient donc l'identité de soi. Ça devient l'image que l'enfant se fait de lui-même. Et il en découle toutes sortes d'effets négatifs. Tout d'abord, la peur de l'abandon et la peur du rejet. Ensuite, les fausses croyances selon lesquelles si j'échoue, on se moquera de moi, on me rabaissera, on me fera encore plus de mal. Et voilà donc au final un enfant qui grandit, qui devient une personne qui se cache, qui ne veut pas qu'on le connaisse, qui ne veut pas qu'on la connaisse, qui est convaincu qu'être authentique est une mauvaise chose, que l'authenticité amène à être blessé. Mais cette personne a toujours des besoins qui doivent être satisfaits, cette envie d'être aimé, respecté, accepté, de faire partie d'un groupe. La honte produit toutes sortes d'émotions négatives. La douleur, la peur, la colère, la culpabilité, et vous ne pouvez pas les résoudre. Elles restent donc là et se développent. Et vous vivez avec toutes ces émotions douloureuses, non résolues. Vous avez donc besoin que les autres vous valident. Et tout cela vient de la honte. Le cerveau commence alors à explorer des options pour résoudre le problème de la honte. Il va donc vous proposer de porter des masques. Et l'un d'entre eux est justement le perfectionnisme. Le cerveau se dit qu'il a trouvé la solution à la honte. Si je suis parfait, je peux me respecter. Je m'apprécie si je suis parfait. Et les autres m'aimeront, les autres me respecteront, les autres me valideront. Et ainsi, je gagnerai leur amour, je recevrai de l'amour. Et si je suis parfait, eh bien, je ne serai pas blessé et je n'échouerai pas. Vous voyez le mécanisme qui se forme et à quel point c'est un cercle vicieux dont il est nécessaire de sortir ? En comprenant les racines psychologiques de ce trait de personnalité, il devient possible de mieux le gérer et de trouver des moyens plus sains, SAINS, d'atteindre ses objectifs. En explorant les dynamiques sous-jacentes avec l'aide d'un professionnel de la santé mentale, il est possible de dénouer les liens toxiques rattachés à cette caractéristique du trauma complexe. Il est essentiel de reconnaître la toxicité du perfectionnisme. Comment reconnaître un perfectionnisme toxique ? Voici quelques caractéristiques. Se fixer des objectifs irréalistes en voulant être parfait à tout prix. Ressentir une insatisfaction permanente. Se blâmer, se dénigrer, se dévaloriser. Avoir une peur extrême de l'échec. Ressentir beaucoup de stress, d'anxiété et de fatigue. Procrastiner à cause de l'angoisse générée par le besoin de perfection. Avoir un sens du détail, de l'ordre et de la méticulosité qui peut tourner à l'obsession. Avoir beaucoup de difficultés à prendre des décisions. Avoir des réactions excessives face aux critiques et aux remarques. Avoir une certaine rigidité dans les routines et les attentes. Prioriser le travail au détriment de la santé personnelle. Et il y a aussi l'isolement social par peur du regard et du jugement des autres. Au contraire, le versant inverse, c'est-à-dire il y a une telle recherche de validation, d'amour, d'appartenance, que les relations sont multipliées, mais pour le coup, ça accentue le comportement, entre guillemets, parfait. Comment retrouver un équilibre ou trouver un équilibre afin d'en venir à un mode de fonctionnement moins toxique, plus sain ? Eh bien, je vous recommande un livre de Brené Brown, un best-seller international intitulé The Gifts of Imperfection. En français, vous trouverez ce livre sous divers titres. Il y a La grâce de l'imperfection, La force de l'imperfection, ou encore Cessez d'être parfait, soyez vous-même. Je ne sais pas pourquoi il y a 3 titres différents, mais en tout cas, j'ai cessé d'être parfait, soyez vous-même, mais quand vous allez sur Internet, vous pouvez voir d'autres titres. Brené Brown propose 10 étapes pour apprendre à vous aimer. Et j'aime beaucoup cette phrase de la préface. Je cite, « S'approprier son histoire et s'aimer soi-même est ce qu'il y a de plus courageux à entreprendre. » Très parlant, hein ? Voici donc les 10 étapes proposées par Brené Brown afin d'atteindre l'objectif de s'aimer soi-même et donc de se libérer du perfectionnisme. La première étape, c'est cultiver l'authenticité.
L'authenticité est la pratique quotidienne qui consiste à ne plus attacher d'importance à la personne que nous sommes censés être d'après nous pour accepter d'être qui nous sommes. C'est nous montrer tels que nous sommes réellement et donc laisser voir notre moi véritable. L'étape 2 consiste à cultiver la compassion envers soi-même. Selon le docteur Christine Neff, directrice du laboratoire de recherche Self-Compassion, la compassion envers soi a 3 aspects. La bonté envers soi, donc le fait de se montrer bienveillant et compréhensif envers soi. Le sentiment d'humanité, le fait de reconnaître notre nature humaine et donc que la souffrance ainsi que le sentiment de ne pas être assez, c'est-à-dire le sentiment d'insuffisance, font partie de la vie. Et le 3e aspect, c'est la pleine conscience. C'est le fait d'adopter une attitude équilibrée à l'égard des émotions négatives qui ne doivent être ni supprimées ni exagérées, mais accueillies et régulées. La 3e étape, c'est cultiver un esprit résilient. Il s'agit de trouver les moyens de surmonter l'adversité. Et je ne vais pas revenir sur la résilience, elle a été abordée plusieurs fois dans le podcast, dont la dernière fois, c'était dans l'épisode 76. Donc, vous pouvez écouter ou réécouter si ça n'a pas été le cas, ou si vous avez besoin de revenir sur certaines informations. En tout cas, ce qui est intéressant à cette étape de culture d'un esprit résilient, c'est de garder espoir en faisant preuve de souplesse et de persévérance. L'étape 4, c'est cultiver la gratitude et la joie. Nous avons besoin de créer des expériences qui nous rendent heureux et d'identifier celles qui ont déjà cet effet dans nos vies et d'y ajouter finalement une pratique qui procure de la joie, à savoir la gratitude. Étape 5, cultiver l'intuition et s'en remettre à sa foi. Il s'agit de nous défaire de notre besoin de certitude. L'intuition, c'est être capable de garder de la place pour l'incertitude et accepter de nous fier aux nombreuses voies à travers lesquelles nous avons développé nos idées et nos connaissances, c'est-à-dire à travers l'instinct, l'expérience, la foi, la raison. Et la foi consiste à croire sans voir. Vous voyez, chacune de ces étapes est une forme de lâcher prise. Étape 6, cultiver la créativité. Cela consiste à arrêter de nous comparer aux autres. La créativité est en tout être humain. Libre choix à nous de l'exprimer. Elle est présente, mais il arrive qu'on ne l'exploite pas. Notre seule et unique contribution naît de notre créativité. Si nous voulons donner du sens à notre vie, nous aurons besoin d'être créatifs, quel que soit le domaine. Tant que nous créons du sens. C'est pas de moi, c'est de Brené Brown, et ça, je trouve ça magnifique. Étape 7, cultiver le jeu et le repos. Cette étape consiste à laisser tomber l'épuisement comme symbole de réussite et la productivité comme critère de valeur. Nous nous persuadons que le jeu et le repos sont des pertes de temps, alors que le temps est précieux. Or, le repos est indispensable à notre santé, c'est scientifiquement prouvé, et nous sommes biologiquement programmés pour jouer. Le cerveau fonctionne beaucoup mieux dans le jeu. Le jeu redonne de l'enthousiasme, de la fraîcheur dans nos activités, même nos activités professionnelles. Et il fait partie du processus créatif. Il peut donc nous aider à gérer les difficultés, car lorsque nous jouons, nous sommes moins stressés. Étape 8, cultiver le calme et l'immobilité. Il s'agit d'abandonner l'anxiété et le stress comme mode de vie. Étape 9, cultiver un travail porteur de sens. Nous possédons tous des dons et des talents. Ne pas les exploiter engendre de la souffrance, une insatisfaction profonde, et chacun définit ce qui fait sens pour lui. Personne ne va définir ce qu'est un travail porteur de sens pour vous. La seule personne qui puisse le faire, c'est vous. Donc chacun définit ce qui fait sens pour lui en fonction de qui il est et des talents qui lui sont propres. Enfin, étape 10, cultiver le rire, le chant et la danse. Cette étape consiste à lâcher prise sur le besoin de se contrôler et de tout maîtriser. Parfois, avoir un moment de grand n'importe quoi, ça fait du bien. Tout ceci n'est qu'un résumé. Si vous voulez plus de détails, je vous encourage vraiment à lire le livre. Il est super chouette, ce bouquin. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'aller un pas après l'autre, sans pression, en tenant compte de vous,
de votre manière d'être, de votre manière de faire et de vos besoins. Nous approchons de la fin de l'épisode et j'ai pour principe de terminer avec un bonus. Compte tenu de toutes les clés qui ont été proposées, je ne vais pas en rajouter. Il s'agira donc juste d'une citation de l'artiste Terry Saint-Cloud. Je cite: Elle ne pouvait jamais revenir en arrière et améliorer certains détails. Elle ne pouvait qu'avancer et rendre l'ensemble magnifique. Rien à ajouter. Voilà, ce 78e épisode de Relationnellement Vôtre est terminé. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si vous avez des questions, des commentaires ou des témoignages à partager sur la thématique du perfectionnisme, vous pouvez le faire en envoyant un mail à relationnellementvôtre@gmail.com. Il y a eu beaucoup d'infos dans l'épisode, donc sentez-vous libre de le réécouter à volonté. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans le perfectionnisme toxique, solliciter l'aide d'un ou d'une professionnelle est un moyen de sortir des modes de fonctionnement nocifs. La démarche peut sembler désagréable au départ, mais vous vous rendrez rapidement compte que cela peut vous faire le plus grand bien, tant sur le plan personnel que relationnel. Bon, allez, je me tais. À très vite et surtout, bonne continuation à vous sur le chemin de vos guérisons. Relationnellement vôtre.